Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Et l'exposition de la victoire, eh bien, nous y sommes ici sur le plateau interview avec, c'est vrai, beaucoup de présentations, beaucoup de visites, d'animations depuis le début de cette exposition, c'est-à-dire le 2 mai. Nous sommes aujourd'hui le 14, c'est le dernier jour, c'est le dernier samedi. Et quel plaisir et quel honneur aussi d'accueillir un auteur de livres, un invité et puis un fidèle de l'exposition, parce que ça fait plusieurs années qu'on a le plaisir de retrouver Alain Champion. Mais cette fois-ci, il y a en plus une actualité avec la sortie d'un livre. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Alors déjà, pour les personnes qui vont nous suivre et qui ne te connaissent pas encore, les Alençonnais te connaissent par de nombreux ouvrages déjà précédents, mais rappelez qui tu es. Alors, je m'appelle Alain Champion et j'ai été pendant 40 années l'archiviste de la ville d'Alençon, de 1964 à 2004. Et j'ai eu sous ma garde pendant toutes ces années les archives de la ville. Donc un travail d'archiviste, ça veut dire que dès ce début de carrière, tu as été en contact avec ces documents et l'envie d'écrire est venue assez rapidement finalement. Oui, j'ai même eu la velléité, on va dire, d'écrire une histoire d'Alençon dès 1966. J'ai commencé à écrire quelques pages, je les ai encore, mais je me suis vite rendu compte que j'avais 22 ans, que je n'étais pas à la hauteur encore pour pouvoir écrire une histoire de la ville. Absolument, c'est quand même un gros travail, on va dire, c'est même un travail qui va couronner un petit peu d'autres publications précédentes. Alors sur la ville d'Alençon, on peut d'abord se rappeler quelques ouvrages que tu as pu déjà signer il y a quelques années. Il y a notamment un livre qui, nous, ici, nous avait vraiment beaucoup intéressés, c'était Alençon pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, ça a été fait, je crois, en 2005 ou 2006. 2007. Voilà, ça a été une bonne occasion aussi de faire connaître la ville d'Alençon et le rôle des libérateurs de la ville. Alors il y a d'autres ouvrages, un dictionnaire aussi des rues d'Alençon et des monuments. Oui, ça c'est un peu antérieur, c'est en 2003. Je m'étais intéressé très rapidement aussi aux noms des rues, parce que les noms des rues racontent aussi quelque part l'histoire locale, l'histoire d'une ville. Et j'en oublie effectivement, parce qu'il y a aussi des chroniques aussi qui ont été, que tu as pu écrire, qui remontent là effectivement dans l'histoire et qui se rapprochent peut-être de ce dernier ouvrage dont on va parler dans quelques instants. Alors, la chronique alençonnaise, effectivement, se rapproche au point de vue chronologique du dernier ouvrage. En fait, ce travail, c'était mon quid personnel. Je notais des dates importantes, même pas forcément très importantes, relatives à des questions que l'on me posait souvent. Et de les noter, ça m'évitait de rechercher et de rechercher encore des renseignements que quelquefois j'oubliais. Alors je vais m'adresser à l'archiviste, à l'ancien archiviste de la ville, de la municipalité d'Alençon, pendant ces 40 années, ou quasiment, donc, dans ce service des archives. Il y a des domaines qui particulièrement t'intéressaient plus que d'autres, parce qu'évidemment, là, on embrasse toutes les archives, hein, quelles qu'elles soient. Mais il y a des choses que tu préférais travailler déjà à cette époque. Oui, l'histoire de la ville en particulier, de façon chronologique, parce que on ne sait pas toujours forcément qui sont les fondateurs de la ville. Entre parenthèses, je signale que ce sont les seigneurs de Bellême. Et ensuite, ce sont les fils de France, les fils de rois, les gendres, les cousins qui ont géré la ville, plus ou moins, quelquefois par l'intermédiaire des intendants. Quelques seigneurs alençonnais n'ont pas mis les pieds à Alençon, et jusqu'à la Révolution, évidemment. Donc une grande histoire, dans une grande ville d'ailleurs. Alençon a souvent, et peut-être on peut en parler avec toi, la ville d'Alençon a peut-être oublié un peu ce grand passé qui était avant la Révolution française finalement, qui précédait la Révolution française, et puis donc évidemment le duché d'Alençon. Oui, sans doute. C'est une des raisons pour lesquelles, dans les années 90, la municipalité avait organisé une exposition qui s'appelait Le Temps des Apanages. Qu'est-ce que c'est qu'un apanage? Il faut peut-être expliquer. Absolument. Un apanage, c'est un domaine constitué de revenus que les rois
confiés à leur fils aîné, en général, pour pouvoir maintenir leur rang et leur prestige. Donc ça s'appelle les apanages, et à condition que ces domaines reviennent à la couronne si la personne en question n'avait pas d'héritier direct. Donc c'était l'occasion d'une exposition, c'est ça, d'un travail sur les apanages, et tu avais donc à ce moment-là imaginé, en tout cas, on avait fait une commande auprès de toi d'un livre sur l'histoire d'Alençon. Oui, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais enfin, oui, j'ai eu quelques travaux, j'ai réalisé quelques livres qui sont d'abord des commandes. Alors, il y a effectivement cette commande, mais c'est une longue histoire, hein. Tu es revenu long. Alors, on va présenter le livre, évidemment, on va arriver à la présentation de ce livre, superbe ouvrage, qui sort aujourd'hui, donc le 14 mai 2016, depuis quelques minutes maintenant, eh bien, le public peut voir ce nouvel ouvrage d'Alain Champion. Donc, Alençon, une cité dans l'histoire. Alors là, c'est vrai que c'est chronologiquement toute l'histoire d'Alençon. Alors au départ, évidemment, Alençon, on remonte à quelle époque, Alain? On remonte... alors j'ai voulu situer l'histoire d'Alençon dans un contexte assez large, donc je commence dès la préhistoire, mais je passe vraiment très rapidement sur la préhistoire. Et on peut dire que l'histoire d'Alençon commence au IVe siècle avec la naissance de Montsort, qui à l'époque fait partie du diocèse du Mans, car il n'y a pas de département. Les départements sont nés en 1790, et antérieurement, c'est la rivière la Sarthe qui était la limite géographique entre la Normandie et le Maine. Donc Montsort dépendait de la région du Maine et de l'évêché du diocèse du Mans. Voilà, un quartier pas comme les autres. Le quartier de Montsort, effectivement, il a son histoire et sa personnalité aussi. On peut dire que c'est l'Alençon pré-féodal, car Alençon est plutôt une ville médiévale que gallo-romaine. Et Montsort a été rattaché, une partie de Montsort, ça s'est fait en plusieurs étapes, une partie de Montsort a été rattachée à la ville d'Alençon lors de la création des départements en 1790. Alors ça y est, on commence à rentrer dans le livre, mais effectivement, alors ce livre est chronologique. Il y a donc une partie évidemment qui va concerner dans le Moyen-Âge, alors les seigneurs de Bellême, les fils de France, les grands intendants. Donc ça c'est important pour comprendre ce qu'a été la ville d'Alençon. Et notamment, on va retrouver donc les ducs d'Alençon, les Marguerites, enfin toute cette grande période. Ça va jusqu'à la période de la dentelle aussi, hein, l'âge d'or de la dentelle, donc sous Colbert. Oui, sous Louis XIV, quoi, puisque sous Louis XIV, la manufacture a été créée, bon, on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur Alençon, la manufacture a été créée en 1665. Et c'était la réputation du point d'Alençon était grande, mais il y avait aussi la dentelle d'Italie qui détournait les revenus. C'est la raison pour laquelle Colbert a imposé une manufacture à Alençon et ailleurs, pas qu'à Alençon. Et donc on rappelle qu'à Alençon, il y a eu plusieurs milliers de dentelières donc à ce moment-là. Oui, alors les chiffres sont assez disparates. On peut lire à droite 900 000 dentelières et plus loin 10 000. Alors ça dépend si on parle de la ville, de la région, du département. C'est un peu élastique, effectivement. Ouais. Alors, la Révolution française, donc bien sûr, toutes les périodes, en passant par le consulat, la Restauration, effectivement, et le grand 19e siècle. Et ensuite, eh bien, nous arrivons dans cette histoire plus contemporaine, dont on va parler dans quelques instants. Il y a comme des grands personnages qui ont marqué la ville d'Alençon. Pour toi, ces grands personnages, si on avait à résumer 2-3 noms. Les intendants, peut-être d'abord, Oui. comme l'Allemand et Julien, puisque les seigneurs alençonnais, malgré tout, ne géraient pas directement leur domaine. Même certains d'entre eux n'étaient préoccupés que des revenus que le duché pouvait, ou le comté antérieurement pouvait leur apporter. Et puis ensuite, évidemment, on le voit ici aujourd'hui, la libération avec le général Leclerc. Oui, bien sûr.
Alors là, on va forcément donc évoquer dans cette exposition de la victoire la grande figure, le Français libre, l'homme du général de Gaulle et le libérateur d'Alençon le 12 août 1944. Ça a vraiment marqué la ville. D'abord parce que ça l'a libéré de 4 ans d'occupation, d'une longue nuit de l'occupation, mais aussi parce que c'est un héros et que la ville d'Alençon a été la première ville de France métropolitaine libérée par ce héros à la tête de sa glorieuse division. Oui, bien sûr. Et, moi, je n'étais pas encore né, mais je suis né en 1944, Ah oui. quelques mois après la libération de la ville. Et mes parents étaient ici. Donc mon père aimait beaucoup Leclerc, et moi, je suis aussi imprégné de Leclerc, forcément. Oui, forcément élevé dans cet esprit de l'après-guerre, avec des Alençonnais. Il y a quand même, c'est vrai, Alençon, alors sans révéler de grands secrets, mais il y a eu Leclerc est revenu plusieurs fois officiellement, au moins 2 fois officiellement après la guerre, et il y a même une anecdote dont on parlait tout à l'heure. Oui, oui, alors je ne sais plus évidemment la date précise, si c'est en 47 ou en, Je crois que c'est 45, à sa dernière visite. 47, alors donc. Il est mort en septembre, En novembre 47. Et donc il était ici le 10 août 47. Voilà, alors je ne sais pas si c'est en 47 ou en 45, mais enfin, on annonce sa venue, il doit faire une entrée triomphale par la route de Sceaux ou la route de Paris, ce qui est effectif, mais en réalité il est là depuis la veille. Car il avait des attaches familiales à Alençon. Son oncle avait été lieutenant-colonel au 14e régiment de hussards, qui s'était fait tuer en 1914 en Belgique, mais sa veuve était restée à Alençon. Et le général, qui n'était pas encore général, venait passer quelquefois ses vacances chez sa tante. Donc il était venu cette année-là, la veille, chez sa tante. Un télégramme a été retrouvé dans les archives qui indique que le général descendra incognito chez sa tante qui habitait place du Champ du Roi. Absolument, donc c'était la veuve de Vallerand de Haute-Cloque qui commandait donc le 14e hussard en 1914 avant sa destruction quasiment dès les premières semaines de guerre dans les combats en Belgique. D'ailleurs le neveu aussi de Leclerc est mort, puisque le fils de Vallerand est mort également. Qui avait 17 ans, je crois, à l'époque. Oui, donc là, il avait été marqué. Et alors, c'est vrai qu'il avait libéré Alençon, et il était fier de dire, Alençon, ville que j'ai libérée. C'était vraiment une grande, pour lui, un moment fort. Et souvent, on retrouve chez Leclerc le fait de notifier les combats et de dire notamment Coufra, Alençon, Paris, Strasbourg. Oui. Mais n'oubliez jamais Alençon. Oui, c'est vrai. Et le jour de la libération, le maire de l'époque, Charles Chénaud, était allé aviser la tante de Leclerc que son neveu avait libéré la ville. Mais je crois qu'ils ne se sont pas vus à cette occasion. Ils n'ont pas eu le temps. Leclerc est reparti très rapidement vers la forêt des Couves. Ils n'ont pas eu le temps de se voir. Alors, ce qui va intéresser également les lecteurs dans ce livre, donc Alençon, une cité dans l'histoire, qui sort aujourd'hui, eh bien, c'est de regarder l'histoire d'Alençon toute récente, c'est-à-dire depuis les années 50, parce que la ville a beaucoup changé après la guerre. Elle a vraiment été métamorphosée, comme beaucoup de villes en France. Il s'est passé beaucoup de choses. Ah oui, il y a eu, comme partout en France, il y a eu les 30 Glorieuses. Et Alençon s'était plus ou moins endormi au siècle précédent et a été réveillé, entre guillemets, par Marcel Hébert. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs maires importants qui ont joué un rôle, comme Hubert Mutrici, Jean Crène, Pierre Mauger, Alain Lambert, Christine Roimier. Des maires que tu as connus, puisque tu as travaillé sous chacun d'entre eux, c'est ça? Oui, sauf que je n'ai jamais rencontré M. Mutrici, alors que c'est lui qui m'avait recruté. Oui, c'était quelques mois seulement. Oui, ça, avant l'élection de Jean Crène. Oui. Alors, c'est vrai que là, ce qui a marqué peut-être ces 30 Glorieuses et on va dire même jusqu'aux années 80, les grands moments de la ville d'Alençon, on peut les résumer par quelques-uns. Évidemment, l'évolution de l'urbanisme, l'agrandissement de la ville, Moulinex, évidemment, qui a apporté beaucoup de richesses et beaucoup d'habitants. La population a culminé en 1975 avec 33 000 habitants. Depuis, la démographie est en déclin sur Alençon. Quoique beaucoup de gens qui habitaient à Alençon, beaucoup d'Alençonnais sont partis dans les communes périphériques. Donc le bassin de vie est peut-être à peu près le même. Oui, ça c'est un peu les vases communicants, quoi. Oui. Et il y a eu aussi évidemment la création du district, puis de la communauté urbaine,
Persaigne, la ZUP, qu'on a d'abord appelé ZUP et ensuite Persaigne. Voilà. Quelques visites de présidents également. Oui, oui. Le général de Gaulle. Mitterrand. François Mitterrand se souvient effectivement qu'il avait inauguré la maison de quartier Edith Bonnem en 1987. Ça, c'était un événement fort aussi. Oui, et aussi une anecdote là aussi dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Lorsqu'il y a eu le repas à la Lautoile, M. Mauger avait invité à sa table et autour du président des syndicalistes, des lycéens, des écoliers, en faisant savoir aux personnalités présentes qui n'avaient peut-être pas besoin de ce moment supplémentaire pour augmenter leur prestige. Donc là, beaucoup d'anecdotes évidemment qui sont dans le livre et qu'on va retrouver. Alors, l'histoire, en tant qu'archiviste, eh bien, on vit en plein cœur de l'histoire, mais cette histoire, elle s'écrit chaque jour, elle continue à évoluer. Donc, le livre vient de sortir. Il permettra en tout cas de faire une belle plongée. Il y a près de 400 pages. Il y a des annexes très importants. Il y a un avant-propos et des annexes. Donc ça, c'est aussi important pour le lecteur. Oui, il est important aussi de lire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être que je me trompe, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les avant-propos. Mais il faut les lire parce que ça explique des choses qui suivent. Il y a aussi, vous disiez, des annexes. Oui, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'intégrer dans un cadre chronologique, comme l'urbanisme ou les recensements de population. Donc il y a une vingtaine d'annexes sur des sujets divers. Alors c'est une ville qu'on aime forcément quand on y habite, quand on y a travaillé comme toi pendant de nombreuses années, mais c'est quand même une histoire particulière, on peut le dire pour toutes les villes je pense, mais la ville d'Alençon par sa géographie, par son histoire, c'est quand même une ville qui a beaucoup d'atouts, hein, et par sa position également au sud de la Normandie. Qui a des atouts, mais qui a eu aussi des inconvénients, comme le fait d'être excentré. À une époque, Argentan et C étaient sur la ligne de départ pour être la préfecture. Absolument, ouais. Mieux centré. Mais alors, aujourd'hui, l'histoire fait encore d'Alençon donc la porte sud de la Normandie. Oui, c'est important. Et c'est la raison aussi pour laquelle, une des raisons pour lesquelles, j'en reviens à Montsort, en raccrochant Montsort à la ville d'Alençon, ça a augmenté un peu sa population. Et on a voulu plus tard y intégrer une partie de Saint-Paterne et même carrément encore plus tard Saint-Paterne. Ce qui ne s'est pas produit. Et le préfet aussi dans les années sous Napoléon, hein, sous l'Empire, on lui avait suggéré de réunir au département les communes d'Arcenay où nous sommes, Chanfleur, jusqu'à la Fresnay-sur-Chédoué. Ça a toujours évolué finalement, hein, cette intercommunalité, on va dire, en tout cas, ou ces regroupements de communes. C'est toujours d'actualité avec les communes nouvelles. Hein. Absolument. Ouais. Toujours, effectivement, dans cette vie et dans cette évolution de la géographie et de l'histoire. Alors, le livre, il faut le dire aussi, Alain, c'est le premier livre vraiment sur l'histoire d'Alençon depuis très longtemps. Hein. Il n'y a pas eu d'ouvrage vraiment qui suivent toute l'histoire comme ça, qui embrassent toute l'histoire. Tu as bien fait de préciser depuis très longtemps, parce que ce n'est pas le premier livre sur l'histoire d'Alençon. Il y a des livres sur Alençon, sur des sujets précis, mais des livres retraçant l'histoire, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3 essentiellement, mais qui sont depuis longtemps épuisés. On peut les citer. Bien sûr. Le premier, c'est de l'historien Aude Landénaud, qui a écrit un livre sur Alençon en 1787. Oui, donc il date un peu. Donc difficile à lire par le style littéraire et la typographie. Alors évidemment, la Révolution, il n'en parle pas, puisque c'est avant. Jean-Jacques Gaultier, en 1805, a écrit une histoire d'Alençon, mais curieusement, s'arrête également sur le plan chronologique à la Révolution. Il dit une dizaine de lignes, il en parle une dizaine de lignes. C'est pas très compréhensible parce qu'il avait quand même les délibérations du conseil municipal pour parler de la Révolution à Alençon. Il fait un supplément en 1821, mais il parle d'autre chose. Ça paraît une critique, ce que je dis, mais ça n'en est pas vraiment c'est des constatations. Absolument, ouais. Et puis René Herval, en 1954,
qui a écrit un livre sur Alençon, et il arrête sa chronologie en 1944. On revient... Donc on est, voilà, effectivement... Donc, depuis cette époque, il n'y a pas un seul ouvrage qui retrace toute l'histoire. Et quelque part, je ne comprends pas que ce n'ait pas été fait. Alors, étant donné que j'étais pas trop mal placé, que j'ai été poussé en 1989 par l'adjoint au maire à la culture, M. Jean-Claude Guérin, à qui je l'ai dit ce livre. Absolument, je vois ça, la mémoire de Jean-Claude Guérin. C'est grâce à lui, ou sa faute, que ce livre a été écrit, en fait. Voilà, il a donné le coup d'envoi, comme on dit. Alors, c'est vrai que c'est important. Donc, du coup, ce livre est très utile, puisqu'il arrive aujourd'hui, après de nombreuses années, donc sans ouvrage sur l'histoire d'Alençon. Étonnamment peut-être, mais en tout cas voilà, c'est fait. L'archiviste de la ville que tu as été, donc était bien placé pour connaître cette histoire, pour consulter les archives, pour les rassembler, les rédiger et en faire cet ouvrage. Donc Alençon, une cité dans l'histoire. Il est en dédicace aujourd'hui donc sur notre stand de l'association et de la fondation. Et puis, il faut profiter donc aujourd'hui de cette primeur et de ta présence, de la présence de l'auteur, donc pour la présentation et la dédicace de ce livre, Alençon, une cité dans l'histoire. Merci beaucoup Alain Champion. Merci à toi, Christophe. Et à bientôt. Donc on reste ensemble évidemment dans le cadre de l'exposition de la Victoire. Au revoir. Au revoir. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.